Donc, voilà. Ah oui, les deux sculptures, évidemment, c'est une manière de donner la taille de la porte, hein, bien sûr. Donc Pascal, encore merci. Tu es avec Anne d'une immense fidélité à Histoire de Passage. Ça nous fait vraiment très très plaisir. Et puis ce qui nous fait plaisir, c'est qu'il y en a beaucoup d'autres aussi qui sont là, qui suivent les choses de plus en plus. Et donc ce sont des réseaux d'amitié qui ne cessent de se propager. Et c'est évidemment tout ce qu'on aime. Donc un immense merci à toi pour cette fidélité. Et puis tu vas nous dire que l'Académie, c'est pas si ringard que ça, c'est ça? Par exemple, ça ne résume pas tout ce que je voudrais dire, mais je n'en dirai qu'une toute petite partie. D'abord, merci Laurent, et puis merci à toutes et à tous. Au fond, en y réfléchissant, l'origine de l'Académie est dans la Grèce antique, Académos, etc., Platon, Aristote. Et qu'est-ce qui se passait dans l'Académie qui a donné son nom à toutes les autres académies? C'était des rencontres promenades dans un grand parc qui se référait à Académos. Donc vous êtes tous en ce moment académiciens, académiciennes, réunis autour. Alors il a le choix entre Platon et Aristote. Je devine sa préférence. Moi aussi. Bon. Et puis je suis très ému d'être là parce que nous sommes nombreux, là aussi peut-être tout le monde, mais en tous les cas, j'en repère quelques-uns, quelques-unes, mais je ne donnerai pas les prénoms, crainte d'en oublier, qui doivent beaucoup au texte d'André Malraux, et peut-être pour certains plus encore au texte de Walter Benjamin. Ils se reconnaîtront dans l'assistance. Donc c'est très important, parce que je ne m'attendais pas du tout à ces circonstances-là. Et alors il se trouve, parce que là on entre dans le sujet, je suis en charge depuis le mois de janvier, dans le cadre de l'Institut de France, qui regroupe les 5 académies, dont la française, des commémorations nationales. Bon. Ça s'appelle Mémoire de France. France Mémoire, plus couramment. Et Mémoire de France ou France Mémoire a établi au mois de janvier, c'était ma première réunion, de façon collégiale, puisque nous sommes 5 académies, la française est la plus ancienne, mais ce n'est que 1 sur 5, c'est très important de le dire. Et ça fonctionne de façon très collégiale, très confédérale d'ailleurs. On a établi la liste officielle de ce que nous engagions de commémorer en 2026, dont la mort, il est le dernier de la liste d'ailleurs, par date de naissance, André Malraux, écrivain et homme politique. On a discuté sur la formulation. Donc il est vraisemblable qu'il y aura un événement ici, en 2026. Hein, avec plaisir. Voilà. Non. Ah oui, je pense que... On l'organise avec toi. Bien volontiers. Mon épouse est bien placée pour savoir qu'on aime les communes qui ont environ 125 habitants. C'est tout à fait notre taille. Bon, oui. Non, continue. Non, mais alors bon. Bon, la première remarque, effectivement, c'est qu'il y a une académie, la française, mais il y a 4 autres académies qui constituent l'Institut de France. Ça peut être un élément de confusion quand on parle positivement ou négativement, peu importe, un gars réactionnaire ou au contraire génial, mais ce n'est pas la question, c'est qu'on confond peut-être un peu tout. Nous faisons partie de quelque chose d'important qui est l'Institut de France, et déjà un bon conseil, vous vous reportez au site de l'Institut de France. Vous découvrirez par exemple qu'il y a tous les samedis à peu près des visites de l'Institut. Il y a aussi des visites ouvertes, bon, non guidées, des visites guidées, et par ailleurs des manifestations toute l'année dans l'enceinte de l'Institut. Donc ce n'est pas du tout un lieu fermé. Simplement, il faut le savoir, il faut aller sur le site de l'Institut, parce que c'est l'Institut qui gère l'ensemble de ces manifestations. Donc qu'on se le dise, c'est important. Pas simplement pour les journées du patrimoine, bon, bien entendu, mais tout au long de l'année. Parce que, deuxième remarque, l'Institut de France, c'est la création de la Révolution française. Et la petite erreur qu'on fait, c'est de dire, oui, on a compris, l'Académie française est née sous l'Ancien Régime, 1635, pas de problème, suivi par l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, donc des académies qui pèsent, hein, parce qu'aujourd'hui, l'Académie des sciences, c'est un lieu important dans les débats, autour, par exemple, du réchauffement climatique. L'Académie des sciences n'arrête pas d'intervenir. Hein. Simplement, là aussi, il faudrait se reporter au site, plutôt que de parler des académies sans les connaître. Hein. Et l'Académie des beaux-arts, c'est quelque chose d'assez intéressant. Aujourd'hui, l'Académie des beaux-arts a couronné Ernest Pignon-Ernest, enfin, a mis en son sein, pour ceux d'entre vous qui le connaissent, Ernest Pignon-Ernest, Hervé Di Rosa. Donc en termes d'académisme, on est assez loin de ce qu'on appelait ainsi au XIXe siècle.
Et la bande dessinée, pour ne citer qu'elle, est entrée à l'Académie des Beaux-Arts depuis 2 ans. Hein, Catherine Meurice, qui a décoré, entre autres, mon épée d'académicien, Catherine Meurice, Emmanuel Guibert, pour ceux d'entre vous qui sont des amateurs de bande dessinée, ben, respect, c'est un des plus grands. Marjane Satrapi vient d'être élue à l'Académie des Beaux-Arts, quand même. Et Thierry Grunstein, pour ceux qui sont un peu pointus, est correspondant de l'Académie des Beaux-Arts. Quand j'ai vu ça, je suis tombé de ma chaise. C'est extraordinaire. Donc voilà ce que c'est l'Institut de France aujourd'hui. Hein. Donc on se calme un peu. Mais parce que il s'est passé quelque chose d'important au moment de la Révolution française. Bien entendu, les académies avaient été créées, sauf la 5e qui est plus récente, sous Louis XIII, Louis XIV, avec Colbert, Richelieu, qui sont d'ailleurs très présents, auxquels on rend hommage, parce que ces académies sont des confréries, entre autres, qui rendent hommage aux prédécesseurs, au pluriel. Dans chaque discours de réception, nous consacrons une bonne partie, parfois 100%, mais plus rarement quand même. Généralement, il s'agit plutôt de la moitié du discours, à notre prédécesseur, parce que nous sommes une confrérie. Nous rendons hommage aux prédécesseurs, et c'est d'ailleurs pour cette raison que je me suis laissé convaincre par mes confrères et consoeurs, puisque nous sommes confrères et consoeurs, membres d'une compagnie, d'accepter de m'engager dans l'achat d'une cape. Parce que la cape, c'est assez joli par-dessus l'habit. Super-héros Super-héros, bien entendu. Mais surtout, on m'a dit, mais détrompez-vous, chers confrères, quand vous serez 2 heures sous la pluie au Père-Lachaise pour rendre hommage à un prédécesseur, la cape, elle est fonctionnelle. En plus, c'est une cape, je le signale pour les amateurs, qui est sans couture, c'est-à-dire extraordinairement chaude. Donc c'est plein de détails comme ça. Nous sommes une compagnie, nous sommes une confrérie, nous sommes une société savante. Voilà, ça complexifie tout et ça rend donc les choses beaucoup plus intéressantes. Donc né sous l'Ancien Régime, mais supprimé par les Jacobins et restauré en 1795, à la fin de la Convention. Ce qu'on ne dit pas. Hein. On voit tellement Louis XIV. C'est la Convention qui est quand même un moment radical de la Révolution française, qui a, après mûre réflexion, qui a restauré les académies en les appelant instituts. Ça me paraît un point important. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit, juste après cette Convention, parce que c'est l'avant-dernier jour de la Convention que cette décision a été prise, et d'ailleurs, quand on se réunit chaque année pour la séance solennelle de rentrée des 5 académies, c'est le mardi le plus proche de la date anniversaire, au mois d'octobre, de cette restauration. Eh bien, on se rend compte qu'il y a une influence, par exemple, maçonnique. C'est tout à fait clair. Je ne peux pas entrer dans le détail, mais il y a 3 rituels d'entrée à l'Académie française. Le moins connu, qui est le rituel le plus important, parce que c'est celui à partir duquel on participe aux travaux, est très nettement inspiré des rituels des loges maçonniques. Il y a plein de détails comme ça qui sont tout à fait passionnants et qui complexifient la chose. De même, ce lieu, bon, en particulier l'Académie française, mais pas que, l'Académie des Beaux-Arts ultra français, est incroyablement anglais dans son fonctionnement. Non. Et ça se comprend très bien quand on voit qu'à l'époque du directoire, il y a un modèle anglais qui se répand. Donc nous sommes régis, non pas par un secrétaire perpétuel qui joue un rôle important, mais en second, nous sommes régis dans les académies par des directeurs ou des directrices ou des présidents. Chez nous, c'est un directeur, qui sont élus pour 3 mois. C'est tournant. Ben, c'est la logique du directoire, c'est la logique aussi de la Suisse. Hein. Bon, certains savent ici que pour laquelle j'ai une admiration exagérée. Bon, exagérée, mais continuons. Donc 3 mois, parce qu'on se méfie quand même de ceux qui prennent les habitudes de pouvoir. D'ailleurs, le directoire avait eu raison, parce que ça s'est mal terminé. Ils ont quand même lamentablement échoué. Donc il y a plein de petits détails comme ça. Nous fonctionnons comme la Chambre des communes, par exemple. C'est-à-dire qu'une réunion en séance plénière, le jeudi après-midi, à chaque académie son jour. Hein. Le lundi, c'est l'Académie des sciences morales et politiques. Le mardi, l'Académie des sciences. Le mercredi, l'Académie des beaux-arts. Le jeudi, c'est la française. Et le vendredi, l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Eh bien, nous nous réunissons donc en dehors des vacances. On peut revenir 30 secondes sur les vacances pour un petit détail. Nous nous réunissons donc chaque jeudi après-midi à 3 heures de relevé, donc 15 heures de l'après-midi. Et nous fonctionnons sur le modèle de la Chambre des communes. C'est-à-dire que celui qui nous préside n'est pas le secrétaire perpétuel, madame le secrétaire perpétuel, quand c'était Hélène Carrère-Dancos, c'est le directeur. Et quand on veut s'adresser, même de façon un peu vive, ce qui est très rare en réalité, très très rare, à un confrère-consoeur, on s'adresse au directeur, bien entendu. On demande l'autorisation de parler, on répond au directeur. C'est vraiment la Chambre des communes. Et bien entendu, tout ça est destiné à faire que nous soyons un club au sein duquel les relations sont apaisées.
Et je peux vous dire que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, surtout quand on lit Le Canard enchaîné, les relations sont extrêmement courtoises et apaisées, parce que, évidemment, c'est le fonctionnement du club. Alors, on peut dire que le club est une forme obsolète, mais bon. De même que quand vous visiterez, j'espère que vous aurez cette chance, les bâtiments de l'Institut de France, vous vous rendrez compte que vous visitez une bulle. Il y a 50 ans, vous aurez dit, vous allez entrer dans une bulle avec des salles assez étonnantes, sans parler de l'extraordinaire coupole. Vous allez rencontrer un personnel courtois et compétent. Il y a 50 ans, une bulle, c'était extrêmement négatif. Je vous prie de croire, en ce moment, je fais assez régulièrement visiter le lieu, et le fait que ce soit une bulle, c'est considéré comme extraordinairement positif. Hein? Alors revenons sur quelques points en passant. Comment entre-t-on dans les académies? Par élection, après tout. Ça paraît évident quand on pense aux intrigues, entre guillemets, supposées autour des élections. Enfin, il faut le dire. Ça veut dire une chose essentielle, c'est que c'est un corps qui se régit lui-même. Alors vous me direz, oui, mais on a compris que vous êtes quand même financé par l'État. C'est absolument faux. C'est absolument faux. L'Académie française a 93% de ressources propres. 93%. Qui sont des fermages, qui sont des loyers, qui sont des dons et des legs. C'est à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est anglais. Vous savez que l'université d'Oxford aujourd'hui est la plus grande propriétaire du Royaume-Uni, parce qu'à force de recevoir des dons, des legs depuis le Moyen-Âge, Oxford est devenu un très grand propriétaire. Et avec retard, à partir des années 1800, de la complète restauration des académies, on a recommencé à constituer notre petite pelote. Je vous rassure, nous sommes beaucoup moins riches que l'Académie des Beaux-Arts. L'Académie des Beaux-Arts a un budget extraordinaire. Et je connais bien Ernest Pignon-Ernest et Hervé Di Rosa, tel point que c'est moi qui ai remis l'épée d'Hervé Di Rosa il y a quelques semaines, quand il est entré solennellement aux Beaux-Arts. Ils m'ont fait la même réflexion. Ils m'ont dit, mais on ne savait pas qu'on était aussi riches que ça. Et ils s'en servent très bien, parce que ces académies n'ont ces moyens que pour les redistribuer. Je vous donne un exemple. Il y a un des charmes des académies, c'est qu'on peut rendre visite aux autres, hein, sauf pour les moments d'élection. On appelle ça souvent comité secret chez les autres, pas chez nous. Mais on peut, en particulier, on est fréquemment invité, où on se dit, je voudrais bien être invité à telle ou telle cérémonie. L'Académie des Beaux-Arts a restauré la tradition des grands prix, qui avait complètement disparu à l'époque de Malraux, en 68. Donc maintenant, de nouveau, l'Académie des Beaux-Arts redistribue des grands prix, et je vois que le premier grand prix de la nouvelle génération pour cinéma audiovisuel, c'est Agnès Jaoui. Alors, j'y vais. Donc ça a été très bien entendu, autour d'Agnès Jaoui. Mais je ne m'attendais pas au mieux. C'est pas simplement que la charmante, intelligente, spirituelle Agnès Jaoui reçoive 30 000 € quand même. C'est qu'elle n'en a pas touché un centime. La règle, c'était qu'elle redistribue 3 fois 10 000 à 3 jeunes artistes. Et ça fonctionne sans arrêt comme ça. Donc, renseignez-vous un petit peu sur la manière dont ces braves académies, relativement riches pour ce qui est des beaux-arts, déjà beaucoup moins riches pour la française, et alors, les inscriptions et belles lettres, c'est une académie d'érudits pour lesquels l'argent ne compte pas, bien entendu, c'est évident. Eh bien, ces académies utilisent cet argent pour distribuer en très grand nombre des prix, qui sont tous dotés, hein, des prix, des résidences, beaucoup l'Académie des Beaux-Arts, des formes diverses et variées. Bon, l'Académie française fait parler d'elle à certains moments, justement solennels de distribution des prix. Les académies co-gèrent des fondations, de très nombreuses fondations. Vous avez des fondations un peu légères, presque symboliques, mais qui témoignent quand même de toute une histoire, vieille parfois en effet de 2 ou 3 siècles. Puis vous avez de très lourdes fondations qui assument un rôle de mécénat, parfois humanitaire, entre parenthèses, parfois dans le domaine de l'écologie, hein, du côté de l'Académie des sciences. Donc il ne faut pas imaginer que ça se limite aux arts et aux lettres. Hein. Vous avez des fondations comme la Fondation Saint-Ger-Polignac ou la Fondation Del Duca, qui sont parmi les plus importantes mécènes françaises. Ça va pas rapporter. Bien entendu, les académies, les 5, mais particulièrement la française, n'ont de sens que parce que cette élection est supposée représentative d'un certain paysage intellectuel ou artistique. Alors, il faut remarquer une petite chose, c'est que la française a une particularité parmi les 5. C'est la seule qui soit... C'est très simple, il suffit d'y réfléchir 5 minutes. Moi-même, je n'ai pas réfléchi avant d'y retrouver. Hein. C'est qu'on est la seule des 5 académies qui soit généraliste. Parce qu'il n'y a pas d'organisation en section.
Nous sommes toujours 40 depuis le premier jour. Toutes les autres académies ont grandi. Alentour de 40 au départ. Aujourd'hui, elles sont 50, 60, etc. Et l'Académie des sciences, il y a plus de 400 membres. Donc l'Académie des sciences, en fait, ne se réunit jamais en séance plénière, mais en séance thématique, entre physiciens, etc. On est les seuls à être restés 40. Et d'autre part, on est les seuls à être complètement égalitaires, en ce sens que nous sommes tous titulaires et égaux entre nous. Les autres académies sont hiérarchisées. Elles distinguent les titulaires, les associés étrangers. C'est très intéressant de regarder les associés étrangers, qui sont souvent des personnalités. Bon, enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Et puis les correspondants. Ça établit évidemment une hiérarchie qui peut tout à fait se défendre. Mais à la française, ça n'existe pas, ce genre de distinction. Ce qui veut dire concrètement que pour être élu à l'Académie française, si ça tarabuste certaines ou certains d'entre vous, on est élu par les gens qui ne sont pas du même monde que nous. Un historien, il a 2, 3 historiens qui l'attendent à l'Académie. Il va être élu par des romanciers, et vice-versa. Et ça, je trouve que ça a un certain charme, et ça se voit d'ailleurs dans la nature des discussions. Nous avons quelques membres, parce qu'on peut se dire, oui, alors les clivages au sein, par exemple, de l'Académie française. Alors gauche-droite, etc. Gauche-droite, au 3e degré à certains moments, oui, et encore, on serait très étonné des résultats. C'est parfois contre-intuitif. Il y a aussi d'autres distinctions dans le détail desquelles je n'entre pas. Est-ce qu'il y a tel ou tel réseau? Ça ne fonctionne pas vraiment quand on expérimente, quand on connaît bien les gens. En revanche, il y a peut-être une distinction qui joue de temps à autre, ça je le vois à l'Académie française, pour les élections, pour quelques débats, entre ce que j'appellerais les savants et les littérateurs. Ça existe. Et évidemment, il y a plusieurs savants dont je fais partie qui disent en ce moment il y a trop de savants. C'est aux savants de le dire parce que sinon c'est trop facile. Il y a un petit déficit du côté des littérateurs. Alors la grande question des femmes, l'Académie française a mis du temps à découvrir le deuxième sexe, qui d'ailleurs est peut-être le premier. Hein, bon. L'élection de Marguerite Yourcenar était très intéressante parce que Marguerite a dit je suis très honorée. Je jouerai le jeu, c'est-à-dire la superbe réception sur la coupole. Si vous avez l'occasion d'être invité à une réception d'un nouvel académicien sous la coupole, ne ratez pas ça. Parce que vous dites, oui, des réceptions, j'en ai vu d'autres. Ah non, non, c'est pas comme les autres, franchement. Hein, tu m'avais invité, et malheureusement, j'ai pas pu y aller. Bon. Mais jusqu'à aller... Non, mais c'est vraiment une expérience. D'abord une expérience pour les deux vedettes qui n'ont pas le choix et qui doivent prononcer chacune un discours d'1 heure en habit, debout sur la coupole, devant. En dehors d'avoir un avis, un ego surdimensionné, pour revenir à Saint-Martial-l'Entraide, il y a quelque chose qui est quand même intéressant, 43-44, c'est André Malraux, d'accord? Ma mère, qui avait 12 ans, descendait de chez les Maris, il n'y avait pas le pont, et elle apportait pendant la guerre, à 12 ans, le lait à André Malraux dans la commune d'Argentat, vers Chadiot. Elle n'a jamais donné le nom exact. Mais j'ai vérifié, c'est exact. De chez les Maris, parce qu'on ne pouvait pas monter plus haut, il y avait la Maison Rouge. Or, la Maison Rouge, comme il n'y avait pas d'Allemand, on a commencé par rendre hommage à André Malraux, on continue. On va certainement continuer encore. Et comme elle avait 12 ans, oui, donc à l'occasion... qu'elle avait les bouclettes, non mais quand même, on s'en fout. À l'occasion de ces réceptions, il est évident qu'il se passe des choses tout à fait intéressantes. Là aussi, en termes de rituel, c'est l'hommage aux prédécesseurs. C'est aussi le fait qu'on fonctionne vraiment en compagnie. Et alors, pour en venir à la présence des femmes, Marguerite Yourcenar a accepté. Elle a accepté d'avoir un habit. Ça s'est discuté. Est-ce qu'il fallait que ce soit exactement le copier-coller des habits d'hommes? Bien sûr que non. Et la tradition s'est instaurée qu'il y aurait une autonomie. Alors que l'habit des hommes est un peu sur mesure, en quelque sorte. C'est pas tout à fait la copie des habits précédents, mais presque. La subtilité est ailleurs au niveau des épées. Je vais parler des épées dans un instant, en ce qui concerne le rituel. Bien, elle a dit, oui, je suis très honorée, mais je préfère vous prévenir, vous ne me reverrez plus. Bon, on lui a dit, aucun problème. Parce que là, il y a un mot capital pour expliquer le statut d'un académicien ou d'une académicienne, la liberté. Il n'y a strictement aucune contrainte officielle
aucun rappel à l'ordre. Vous pouvez faire comme Marguerite Yourcenar, ne jamais remettre les pieds à l'Académie. Elle a eu la politesse de le dire, elle est repartie vers le Maine, et puis ça s'est arrêté là. En revanche, ses successeurs, Jacqueline de Romilly, la grande historienne, deuxième femme élue à l'Académie française, a été très présente. Et là où elle a fait preuve de timidité, c'est qu'elle avait constaté qu'on n'avait pas proposé une épée. Ça va au-delà de l'anecdote. À Marguerite Yourcenar. Tout simplement parce que ces hommes, pour ne pas dire ces machos, ces mecs, avaient déjà été tellement étonnés de leur audace d'élire une femme, ils n'ont pas osé proposer une épée en se disant Marguerite, telle qu'on la connaît, ce qui était complètement faux, elle va nous envoyer promener une épée. Non, en fait, Jacqueline de Romilly rêvait d'une épée, mais il y avait le précédent de Marguerite, donc elle n'a pas osé demander. La troisième femme élue s'appelle Hélène Carrère d'Encausse, qui a dit moi, une épée, j'en veux immédiatement une. Elle s'est fait ayant dessiné par un grand artiste géorgien comme il se doit, puisqu'il faut savoir que notre secrétaire perpétuelle, jusqu'à il y a peu de temps, Hélène Carrère d'Encausse, femme, était née apatride, parce que je vais revenir sur la question du rapport à l'étranger international. Nous avions comme secrétaire perpétuelle depuis très longtemps, et très présente, surnommée familièrement, amicalement, la tsarine, spécialiste de l'histoire russe et soviétique. Donc la tsarine nous menait, pas à la baguette, mais fermement, et c'est une secrétaire perpétuelle qui est une immigrée, née apatride. Hein. On va y revenir. Donc là aussi, c'est plus compliqué que nous le croyons. Et Hélène a dit, moi je veux une épée comme les autres. À partir de ce moment-là, les femmes ont aussi accepté, rien ne les obligeait d'arborer une épée, mais là aussi, l'épée, qui est une pure tradition, on fonctionne à la tradition, à la coutume. Là aussi, c'est anglais, autrement dit, ancien régime. Pour l'épée, vous êtes complètement libre. Celle qui a été élue juste avant moi, Chantal Thomas, pas Thomas, hein, Chantal Thomas, a dit, mon épée, ce sera un éventail japonais que je viens d'acheter à Kyoto, rouge d'un côté, or de l'autre. Absolument superbe. Aucun problème. Je dis, c'est votre épée. C'est le symbole de l'épée. Donc ça peut être un éventail. Et on peut imaginer un concours d'imagination, désormais pour tous les éventails. Ça a déjà commencé, vous l'imaginez aisément, à l'Académie des Beaux-Arts. Alors là, chaque académicien, j'ai appris récemment qu'un architecte qui venait d'être élu a décidé que son épée serait en pierre. Et non, c'est architecte. Non, mais c'est une merveille. C'est une merveille. J'ai évoqué Hélène Carrère d'Encausse. Autre idée fausse, ou en tous les cas exagérée, à propos de l'Académie française. Ce rapport à la France, tricolore, la Marseillaise, tout ce que vous voulez. Et bien entendu, je terminerai là-dessus dans un instant, le dictionnaire. Bien entendu aussi, des textes sur quelle est la formulation linguistique préférée devant une difficulté. L'Académie française intervient régulièrement là-dessus. Mais, au fond, quand on y réfléchit, ce qui est le plus intéressant dans sa démarche, c'est son rapport à la notion de francophonie. Aujourd'hui, l'Académie française est très investie dans les manifestations autour de la francophonie. Nous avons une dizaine de membres sur 40 qui sont nés étrangers. Une dizaine. Nous avons actuellement le premier anglais, qui n'a jamais fait partie de l'Académie, Sir Michael Ebert. Le premier italien, Maurizio Serra. Je pourrais continuer longtemps. Je citerai Dany Laferrière. Dany Laferrière est très présent à l'Académie. C'est un Haïtien passé au Canada, donc il a les deux nationalités, et je pense d'ailleurs qu'il a la troisième, peu importe, qui vit maintenant de plus en plus en France. Vous imaginez que sur les questions de francophonie, quelqu'un comme lui est extrêmement présent. Les grands débats à l'heure actuelle, d'ailleurs, portent sur la manière de donner encore plus de place à l'avenir, entre autres par l'élection, pas seulement, à des écrivains ou écrivains français, francophones, mais d'origine, de nationalité souvent étrangère. Notre secrétaire perpétuel, après Hélène Carrère d'Encausse, née apatride, naturalisée le jour de ses 21 ans, parce que son grand rêve c'était de se faire naturaliser, mais elle a attendu 21 ans. Exactement, elle a attendu le lendemain de ses 21 ans, parce que le jour des 21 ans d'Hélène, c'était un dimanche. Donc, elle trépignait d'impatience, et le lundi matin, elle était devant la porte pour se faire naturaliser. Eh bien, l'actuel, le successeur d'Hélène, c'est Amin Malouf. Amin Malouf, libanais. Alors, je pense qu'il faudrait revoir la question de cette vieille institution archaïque, réactionnaire, misogyne. Bon, je peux répondre maintenant, si j'ai encore quelques minutes pour répondre à des questions, le faire.
Je vous invite aussi à noter sur vos agendas, en dehors de la visite que vous n'avez pas manqué de faire dès le mois de septembre à l'Institut de France, n'oubliez pas votre engagement, vous venez de vous engager, sérieusement, c'est la sortie officielle de la 9e édition du dictionnaire. Parce que ce fameux dictionnaire, l'Académie française met du temps à élaborer. Mais je vous fais remarquer que nous ne sommes pas une société commerciale. Nous ne nous appelons ni Larousse, ni Robert. En d'autres termes, on prend le temps. Nous ne sommes évidemment pas rémunérés pour ça. Et, vous ne le savez sans doute pas, actuellement, ce dictionnaire n'a jamais été autant consulté. Pourquoi? Parce qu'il est entièrement numérisé. Donc sachez que le dictionnaire de l'Académie française est entièrement numérisé, que toutes les éditions antérieures jusqu'à celles du XVIIe siècle sont maintenant numérisées, d'accès libre et gratuit. Bon. Voilà, je trouve que c'est une manière de répondre à certaines légendes noires de la qualité. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. J'aime beaucoup te voir comme œuvre dans le... Non, reste là comme œuvre dans le cadre, c'est formidable. Ok, merci. Il y a peut-être des questions pour toi? Quel est le rapport entre le Collège de France et l'Institut? Ouais, c'est une question vachement classique. Est-ce qu'il y a des séances publiques? Oui, alors les cérémonies, les grandes cérémonies sont publiques, mais souvent sur invitation, en ce sens que l'intéressé a d'abord une liste d'invités. Mais il faut regarder sur le site de l'Institut et ensuite de chaque académie la nature. Il y a un agenda, gratuit bien entendu, qui est distribué périodiquement, qui vous précise tel jour, à telle heure, tel et tel type de manifestation. Vous avez par exemple dans un grand amphithéâtre ultramoderne, dont l'entrée se situe rue Mazarine, vous avez régulièrement des conférences. On m'avait demandé, c'est un peu un bizutage, en arrivant d'organiser un cycle de conférences. J'ai choisi certaines dans l'assistance qui seront sensibles, regard au pluriel sur la gastronomie française. C'était complètement gratuit. Simplement, il fallait que les gens s'inscrivent parce qu'il fallait savoir s'il y aurait assez de place. Donc c'était gratuit. Donc vous prenez la liste des conférences de ce qu'on appelle l'auditorium, c'est gratuit par exemple. Mais il faut s'inscrire. Donc il y a tous les statuts. Hein, mais la séance du dictionnaire, c'est... Ah non, les séances du dictionnaire, non. C'est intéressant. Ah bah oui, bien sûr. Alors il y aura le 7 novembre, en présence du président de la République peut-être, de quel président de la République, mais en présence de l'Académie, la présentation solennelle sous la coupole du dictionnaire, mais sous la coupole, il n'y a que quelques centaines de places. Il y avait une question sur les rapports entre le Collège de France et l'Institut. Voilà, exactement. Alors ce sont deux institutions qui remontent en effet à la monarchie, avec tout simplement la leçon très française, à savoir l'État. L'État monarchique, ce sera l'État républicain, rien ne change fondamentalement, comme l'a bien montré Tocqueville. L'État décide de prendre en main ce qu'on appellera plus tard la culture. Eh bien, nous avons à l'heure actuelle plusieurs membres qui ont été professeurs au Collège de France. Michael Edwards, dont je viens de vous parler, Michel Zinc, plusieurs Antoine Compagnon ont été professeurs au Collège de France. J'ajoute que il y a un membre à l'Académie française qui a été aussi membre et qui reste membre du Collège de pataphysique. Et j'ai été le troisième. Et qui a été d'abord membre du Collège de pataphysique, voilà, avant d'être... Bien sûr. Et comme mes deux prédécesseurs, membres du Collège de pataphysique et de l'Académie française, Eugène Ionesco et René Clair. Et j'ai repris lors de ma harangue que m'a demandé le collège, mon élection à l'Académie française, j'ai repris une très belle citation d'Ionesco disant que de toute façon, le collège de l'Académie française n'était qu'une pâle copie du Collège de pataphysique. Je vous le confirme, mais aujourd'hui, je ne vous parle pas du Collège de pataphysique. Ils sont verts tous les deux. Bon, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup.